Moi, je m'appelle Dominique Vidal, je suis journaliste, historien. Je suis journaliste professionnel depuis 1973. D'abord, je dirige l'État du monde chaque année à la découverte avec Bertrand Batty. Je travaille aussi beaucoup auprès de l'IREMO, l'Institut de recherche Moyen-Orient Méditerranée. Je travaille aussi à titre bénévole, bien sûr, comme pour l'IREMO, avec la prépa qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias et qui aide des étudiants boursiers exclusivement à préparer les concours des écoles de journalisme. Et puis pour le reste, eh ben, je fais beaucoup de choses. J'écris beaucoup à titre personnel, donc je fais des bouquins. J'en ai fait une trentaine. Je fais beaucoup d'articles. J'essaye d'être présent sur les réseaux sociaux. Je précise, pour être clair, parce que souvent la question m'est posée, que je suis effectivement originaire de deux familles juives, l'une d'ailleurs ashkénaze et l'autre séfarade, mais que ces deux familles étaient, comme on dit, comme on disait à l'époque, très assimilées, et donc n'avaient à voir ni avec la religion, ni a fortiori avec l'État d'Israël, ce qui fait que je n'ai pas de famille en Israël. Figurez-vous que le 5 juin 1967, au matin, j'écoute, à l'époque on écoutait Europe numéro 1 parce que c'était la radio libre comparée à France Inter, enfin à Paris Inter à l'époque, et j'entends le très bon reporter qui se trouvait au Caire, Julien Besançon, et qui annonce que l'aviation israélienne vient de détruire au sol toute l'aviation égyptienne. Sur quoi je descends de chez moi pour aller à la fac, et je vois la première édition de France Soir, qui était à l'époque un journal qui paraissait dès 10 heures du matin, et la première édition de France Soir était titrée en lettres énormes l'Égypte attaque Israël. Alors ça m'a provoqué un choc assez étonnant. Je me suis dit, mais comment c'est possible que sur une information vérifiée par les reporters, les journalistes sur place, on puisse à Paris manipuler à ce point la réalité, évidemment, pour justifier la guerre israélienne comme une guerre défensive et non pas comme une guerre préventive. Voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est-à-dire que j'ai été extrêmement actif dans cette période, qui était une période dont vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle était, c'est-à-dire 99,99% des gens pensant que Israël allait être génocidé comme les Juifs l'avaient été pendant la Shoah. Donc, si vous voulez, ma vocation, entre guillemets, israélo-palestinienne, plus exactement, est née comme ça. Je pense qu'elle est très simple. Il y a une terre, toute petite, hein, c'est pas grand-chose, hein, quand on additionne Israël et les territoires occupés, 25-26 000 km², c'est tout petit. Et sur cette toute petite terre, il y a, c'est un fait, quoi qu'on pense de l'histoire, il y a deux peuples. Et donc, toute solution doit permettre l'égalité de droit entre ces deux peuples, soit sous la forme d'un État unique, binational, disons, où les deux peuples aient les mêmes droits, à la fois politiques et individuels aussi, et religieux, ou bien sous la forme de deux États, chacun gérant lui-même son propre État. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement simple. Ce qui a rendu cette simplicité très confuse, c'est le brouillard idéologique qui règne sur cette question depuis la fin du XIXe siècle. Mais c'est vrai que sur l'origine du conflit, on peut partir de moments distincts. Les historiens sionistes partent de l'Antiquité, c'est-à-dire de l'occupation romaine de la Palestine, ça s'appelait Palestine dans le vocabulaire romain, hein, et de ce qu'ils appellent, eux, l'expulsion des Juifs de cette terre, leur dispersion, qu'on appelle en grec diaspora,
Donc, depuis 1948, le retour, en tout cas d'une partie, de ces Juifs dont les ancêtres avaient été expulsés de Palestine par les Romains. Depuis, on sait, et pas seulement depuis que Shlomo Zand a fait son fameux livre, on le sait depuis longtemps, si vous regardez la première version des 100 portes du Proche-Orient que j'ai écrit avec Alain Grèche en 1985, vous verrez que dès ce texte, on mettait en doute cette version de l'histoire. Pourquoi? D'abord parce que les Romains n'ont jamais expulsé aucun des peuples qu'ils ont conquis et dont ils ont occupé le territoire, pas plus les Hébreux que qui que ce soit d'autre. Ensuite, parce que les études démographiques suffisent à montrer qu'en l'espace de 2 siècles, on passe d'environ 500 000 Hébreux à, autour de la Méditerranée, plus de 6 millions de Juifs. Donc, quand bien même ces peuples, ces individus auraient eu une activité sexuelle et reproductrice frénétique, on ne peut pas expliquer une telle augmentation. La seule explication logique, et elle est vérifiée à travers toute une série d'exemples, c'est que le judaïsme, comme monothéisme, avait à l'époque une force d'attraction tout à fait considérable sur des populations polythéistes. Et donc, il y a eu un très grand nombre de gens tout autour de la Méditerranée, jusqu'à la Russie, qui se sont convertis au judaïsme. Donc, si vous voulez, le fait de repartir de l'Antiquité amène plutôt à une confusion qu'à une clarification. D'autant que, si ce que je vous dis est vrai, quel est le lien entre les Hébreux, ces populations juives issues de conversion, et la population israélienne d'aujourd'hui? Bien malin qui pourrait le dire et démontrer le moindre lien, en tout cas pour l'immense majorité de ces populations. Autrement dit, ça n'est pas une bonne idée que de repartir de l'Antiquité pour éclaircir la question. Deuxième point de départ possible, c'est Herzl. Alors là, on est plus dans le vif du sujet, puisque Théodore Herzl, qui, à l'époque, quand il était en Autriche, lui est d'une famille hongroise, mais quand il était en Autriche, il était, non seulement il n'était pas sioniste, mais il était conversionniste, c'est-à-dire il proposait que les Juifs se convertissent au christianisme pour pouvoir régler le problème juif et en finir avec l'antisémitisme. Et puis, ce brave Herzl arrive à Paris, il est correspondant de son journal, la Neue Freie Presse, le grand journal autrichien, et deux phénomènes se produisent. Un qui date de 1880, 81, 82, qui est la reprise des pogroms en Russie, qui évidemment émeut beaucoup l'opinion en général et l'opinion juive en particulier. Et puis surtout, le hasard fait que l'année d'après son arrivée à Paris, Herzl assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour d'honneur des Invalides. Et Herzl donc en conclut que les Juifs sont inassimilables là où ils se trouvent et que la seule manière pour eux d'échapper aux persécutions antisémites, c'est d'avoir un État, et en l'occurrence un État en Palestine. Donc il publie son fameux livre L'État des Juifs en 1896, et l'année suivante, il réunit le premier congrès sioniste mondial à Bâle, et il essaye, jusqu'à sa mort en 1904, de trouver des parrains, des sponsors, on pourrait dire, pour son projet d'État juif en Palestine. C'est son successeur qui va en trouver, en l'occurrence la première puissance mondiale de l'époque, le Royaume-Uni, et Chaim Weizmann obtient la fameuse déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Donc ça, c'est une manière de repartir aux origines du mouvement sioniste et donc de la question palestinienne, par la même occasion, qui me semble beaucoup plus sérieuse. Troisième manière de partir dans une explication du conflit, démarrer dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, sans aller chercher toute une histoire du conflit, pour mettre les gens devant une situation, je répète, une seule terre, deux peuples,
qui appelle l'application du droit international, comme tous les conflits au monde appellent l'application du droit international, qui est fondé non seulement depuis l'ONU, mais depuis la Société des Nations, moins clairement qu'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas, sur le droit à l'autodétermination des peuples. À partir du moment où une grande puissance, la principale de l'époque, le Royaume-Uni, appuie le projet sioniste, ça change évidemment tout. Et la déclaration Balfour, elle mérite d'être relue. J'invite ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, à en regarder le texte, c'est facile à trouver. D'abord, c'est la Grande-Bretagne qui se prononce, le gouvernement de Sa Majesté, pour la création d'un foyer national juif, c'est le nom utilisé à l'époque, la formule, en Palestine. Mais en 1917, le 2 novembre 1917, qui a permis et qui a donné à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, le droit de disposer de la Palestine. Kessler, quand il a résumé la déclaration Balfour, a dit une très jolie chose. Il a dit une puissance offre à une autre le territoire d'une troisième. Oui, d'une troisième, parce qu'à l'époque de la déclaration Balfour, 95% des habitants de la Palestine sont arabes. Ils sont arabes musulmans ou arabes chrétiens, mais ils sont arabes. Alors, dans le texte de Balfour, il y a une deuxième chose extraordinaire, c'est qu'on parle de ces 95% comme, c'est le texte exact, des collectivités non juives existantes en Palestine et dont les droits doivent être préservés. Et puis, il y a une petite phrase très intéressante. On y dit que les Juifs préserveront les droits dont ils jouissent dans tous les pays où ils se trouvent. Cette petite phrase est très significative parce qu'elle trahit le fait que, comme Herzl le savait et comme Chaim Weizmann, son successeur, le sait, l'immense majorité des Juifs ne veut pas de cette perspective. Et donc, on prend le soin, dans la déclaration gouvernementale britannique, de leur garantir leurs droits. Ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce que chacun connaît plus ou moins, c'est-à-dire les accords Sykes-Picot, les accords passés en 1916 par les Français avec les Britanniques, et la déclaration Balfour. Parce que dans les accords Sykes-Picot, la Palestine est destinée à devenir internationale et non pas britannique, après-guerre, et d'autre part, il n'y est pas prévu de foyer national juif. Donc, la déclaration Balfour fait une espèce d'opération prestidigitation où tout d'un coup, la Palestine internationale prévue avec les Français devient une Palestine britannique avec un foyer national juif. Tout cela au mépris, évidemment, des promesses faites aux Arabes, puisque les Britanniques, pour obtenir que les Arabes participent à la révolte et à la guerre contre l'Empire ottoman, ont promis effectivement un grand empire arabe. Tout cela reste à ce stade, en 1917, un accord entre le gouvernement de Sa Majesté et le mouvement sioniste, mais en 1922, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, la SDN, accorde effectivement le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne. De la même manière qu'elle prévoit, toujours pour la Grande-Bretagne, un mandat sur l'Irak, et pour la France, un mandat sur le Liban et la Syrie. À partir de 1922, on peut dire qu'on est entré dans un conflit international où l'intervention des puissances extérieures devient un facteur majeur de ce qui va se développer. Alors, ce qui va se développer, je n'ai pas le temps là de le dire, mais disons que c'est une succession de révoltes arabes de plus en plus importantes en Palestine, au fur et à mesure que s'affirme l'immigration juive vers la Palestine, dans le cadre du mandat britannique, et l'achat ou le vol de terres pour développer des colonies juives à l'intérieur de la Palestine et une économie, une société juive, ce qu'on appelle le Yishuv. Et de ce point de vue, le mandat britannique va être extrêmement utile aux mouvements sionistes, puisque le pourcentage de juifs en Palestine va passer de 10 à 30%. La terre va être considérablement victime d'un processus
de dépossession. Et puis, il y a un incroyable développement économique, industriel, agricole, qui fait que les chiffres officiels, c'est que le produit national brut, entre guillemets, du Guichouv est multiplié par 20 dans cette période de l'entre-deux-guerres.